Que no venga la mora con dientes verdes. Toda la noche mi niño, ligero duerme. Que no venga la mora con dientes verdes. Toda la noche mi niño, ligero duerme. Ea, ea, ea. Mais enfin, Maxence van der Merch, à moi, me plaisait infiniment. Ce qui fait qu'entre Maxence van der Merch et Simone Weil, après avoir passé le bac, j'ai dit à mon père, je vais au grand séminaire de Rodez pour faire prêtre. Mon père a été à moitié étonné, parce qu'à cette époque-là, il avait remarqué qu'à Bellegarde, je vivais une vie un peu monastique, c'est-à-dire que, au lieu de coucher à la maison, je couchais sous la tente. À l'époque, il y avait un curé à Bellegarde, j'allais à la messe tous les matins, et j'avais versé quelques chaudes larmes en prenant la décision de plaisir d'aller au grand séminaire. Mais mon idée était plus d'aller vers un séminaire genre Mission de France qui formait en partie les prêtres ouvriers que le grand séminaire de Rodez. Mais c'était quand même logique, étant de Millau, d'aller passer un an au grand séminaire de Rodez. Moi, à l'époque, j'ai continué à lire pas mal. Je répandais ma littérature dans le couloir du grand séminaire où j'habitais. Et je crois que j'ai débauché pas mal de grands séminaristes. Parce que, à ce que leur proposait le grand séminaire de Rodez, dans ses perspectives de formation, il y avait par exemple des choix étonnants. Le jour de la prise d'habit, le jour où ils devaient mettre leur soutane pour la première fois, ces grands séminaristes étaient beaucoup plus préoccupés pour voir quel est celui qui aurait la meilleure gabardine pour la soutane que pour se demander si leur vocation était bien accrochée. Ce qui fait que, en leur faisant lire soit Simone Weil, soit Maxence van der Merch, soit Bergson, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont pris le chemin de la liberté. Sans le dire, mais enfin, il y avait dans Maxence van der Merch une présentation de la générosité qui était étonnante, ce qui fait que je me rappelle d'un grand séminariste qui, soit par vocation, soit influencé par cet auteur, en sortant du grand séminaire, est allé trouver repos et consolation auprès d'une jeune femme qui était déjà chargée de 5 ou 6 enfants, et il avait dû sûrement penser que c'était dans le droit fil de cette philosophie-là qu'il fallait qu'il s'engage. Et je crois que c'était peut-être un peu facile. Hein? Pendant l'année, j'avais comme guide spirituel le père Monjou, qui m'avait conseillé d'aller au grand séminaire de Lisieux à la Mission de France. L'évêque de Rodez m'a fait venir, il m'a dit « Monsieur Dutheil, je vous conseille d'aller à Paris
aux grands séminaires qui forment les professeurs de théologie. Et vous y aurez une très bonne formation et vous deviendrez ce qu'on appelait sulpicien. C'était l'ordre des sulpiciens qui formait les professeurs de théologie ou de philosophie ou d'écriture sainte des grands séminaires. Je ne l'ai pas écouté spécialement parce que j'ai pris mes affaires, mon sac à dos et je suis parti pour Lisieux. À Lisieux, j'ai été reçu par le père Augros, qui était le supérieur de l'époque, et il m'a demandé pourquoi je venais. Alors moi, je lui ai dit, un peu naïvement, je viens parce que je pense que ici, dans les cours et dans les stages, on est en train de repenser complètement la philosophie et la théologie de l'Église. À Lisieux, on faisait 1 an de philosophie, on partait en stage 3 mois pour travailler dans la nature, c'est-à-dire dans le milieu agricole, dans le milieu ouvrier, dans le milieu intellectuel. On revenait faire une 2e année de philosophie, et au bout de la 2e année de philosophie, on partait faire un stage d'au moins 2 ans dans une vie de travail. Une vie de travail, là aussi, soit dans le milieu agricole, soit dans le milieu industriel, soit pour ceux qui avaient des études supérieures leur ayant donné des diplômes, dans le milieu intellectuel. Et je me souviens avec émotion des cours de philosophie, parce que il y avait entre le père Emerio, qui était le professeur en titre, et les élèves, un dialogue constant, pour ne pas dire la défense d'opinions qui parfois étaient complètement différentes. C'était la thèse et l'antithèse, sans arrêt. Et à nous de faire la synthèse. Et je me rappelle d'un coéquipier qui était licencié en philosophie et qui ne se gênait pas, avec beaucoup de respect, pour dire comment on développait ce type d'idées à la faculté. Et le père Emerio était très très accueillant, c'est-à-dire que toute proposition intellectuelle qui lui semblait bien étayée était acceptée, si ce n'est comme vérité révélée, du moins comme base possible de discussion. À la fin de l'année, je suis allé travailler comme ouvrier agricole à Lougratte, à côté d'Agen, dans une ferme où nous étions 3 ouvriers agricoles. Le travail était rude. Moi, j'attaquais le matin vers 6 heures. Je devais faire les porcheries. Et Dieu sait que s'occuper des cochons dans une porcherie qui était une immense salle voûtée, où les cochons s'ébattaient librement, et où il fallait enlever le fumier, le purin, mettre de la paille. Ce qui fait que lorsque j'avais passé 1 heure ou 2 à faire les porcheries,
Sortant de là, je me précipitais dans la mare qui était à proximité de la ferme. Je piquais une tête, je traversais la mare en nageant et je ressortais un petit peu débarrassé des senteurs spécifiques de la porcherie. Dans cette ferme, on avait un petit déjeuner exceptionnel. La patronne, qui devait avoir 40 ans, que je trouvais très vieille parce que j'en avais 20, la patronne nous récompensait du travail sans lésiner. On avait, par exemple, un pigeon pour chacun, on avait du café au lait à la demande, ce qui nous permettait, demi-heure après, de reprendre le travail jusqu'à midi. Cette année-là, on a sarclé du maïs qui avait été semé dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire que le maïs avait été semé dans une terre argileuse, mouillée, et que le champ était devenu un champ de béton armé. Et pour que le maïs puisse grandir, il fallait, avec ce qu'on appelle le bigos, dégager chacun des pieds de tout le champ pour qu'ils puissent arriver à grossir, étouffés qu'ils étaient par la gangue de la terre mouillée, qui avait séché comme du béton. J'avais composé un poème, tellement que j'avais mal aux reins. Un poème sur les reins et les cœurs, et sur les reins des cloches carillonnantes. Enfin, c'était des heures et des heures. Il arrivait qu'on sarcle du maïs 8 heures par jour. Le soir, on avait les reins complètement cassés. Quand je suis rentré à Lisieux, après avoir regagné Millau avec ma bicyclette, les copains de l'équipe m'ont fait la remarque dont j'ai parlé: tu as fait ça comme un sportif au lieu de le faire comme un humble paysan. Et pourtant, je dois dire que quand nous avons rentré les gerbes, nous avions pris la décision, les autres ouvriers agricoles et moi-même, comme c'était la pleine lune, de ne pas nous arrêter tant que nous n'aurions pas fait le gerbier. Le gerbier, c'est l'accumulation des gerbes, comme une pyramide, en attendant le jour de la moisson, en attendant le jour du dépiquage. Nous avons alimenté suffisamment les bœufs pour que les 3 paires de bœufs puissent se relayer sans arrêt. Nous leur donnions à manger, nous leur donnions à boire, et pendant toute la nuit, à la clarté de la lune, nous avons chargé et déchargé des gerbes. C'était absolument épique. Vers la fin de la nuit, quand le jour allait se lever, les bœufs titubaient de fatigue, et nous aussi. Le deuxième stage, j'avais décidé d'aller travailler en Espagne, en partant d'abord avec un professeur de théologie de l'Institut du grand séminaire de Lisieux. Il venait d'acheter une moto assez respectable pour l'époque, et il voulait faire le tour de l'Espagne sans savoir l'espagnol. Il était venu me trouver en me demandant si j'étais d'accord pour participer à ce tour d'Espagne. Moi, ça m'avait enchanté,
Même si je devais rester sur le strapontin derrière, j'étais fort content d'aller visiter l'Espagne. On était en 1951 et c'était un pays qui était très peu visité par le tourisme. Il y avait en 1951, dans la région de Benidorm, beaucoup de touristes allemands, mais de touristes français allant découvrir l'Espagne, il y en avait très peu. Donc, ça m'avait enchanté de partir avec le père Mallet, c'était son nom, faire le tour de l'Espagne. Le père Mallet, à l'époque, portait la soutane, comme tous les sulpiciens, et en plus de la soutane, il avait la large ceinture noire autour des reins, ceinture qu'en Espagne portaient presque uniquement les jésuites, ce qui donnait encore plus d'autorité à la présence de l'abbé Mallet. Nous sommes partis en Espagne en passant d'abord par le Pays Basque. Nous avons rejoint la Catalogne. Nous sommes descendus à Malaga, à Séville, et nous sommes rentrés par Madrid. Là aussi, il y a un fait qui m'a posé problème quant à ce qu'on peut appeler la vocation sacerdotale. La vocation sacerdotale, c'est de consacrer sa vie à Dieu sans se marier, dans les normes actuelles qu'il était déjà. Et j'avais découvert dans le Pays Basque, chez des amis qui nous avaient hébergés, une jeune femme d'une beauté absolument étonnante qui m'a laissé supposer que le célibat n'était peut-être pas la meilleure façon d'honorer Dieu pour moi sur la terre. L'amor grande, l'amor con dientes verdes, no llames a mi niño ni lo despiertes. L'amor grande, l'amor con dientes verdes, no llames a mi niño ni lo despiertes. Mais nous sommes remontés sur la moto, partis vers la Catalogne, nous avons fait le tour d'Espagne. Je me rappelle de notre visite à Malaga, pour beaucoup de raisons. Mais la première, c'est qu'à Malaga, nous avions rendez-vous avec le vicaire général, qui était un homme qui venait d'écrire un livre sur les prêtres au travail, en Espagne. Il supposait que les prêtres pouvaient travailler de quelque métier que ce soit, tout en occupant une charge spirituelle. Et il était d'autant plus intéressé par la mission de France qu'il avait, lors de notre visite, sur place, 2 personnes avec qui parler. L'évêque et lui nous ont fait visiter à une époque ce qu'on appelait le village du ruisseau. El pueblo del arroyo. El pueblo del arroyo, un village du ruisseau qui était bâti dans le lit d'une rivière
toute proche de Malaga. Les deux côtés de la rivière servaient d'un mur et les gens avaient bâti des espèces de cahutes, souvent avec des roseaux. À la messe du dimanche, le père Manuel Ruiz, celui qui avait écrit ce livre sur les prêtres en Espagne au travail, et quelques prêtres qui étaient là, distribuaient à la foule des enfants des bons de nourriture. On était en 1951, la guerre civile était finie depuis 12 ans, et en Espagne on avait encore faim. Ce qui nous a surpris, au père Mallet et à moi-même, c'est de voir à cette messe du dimanche, autour de l'autel, les garçons et les filles nus, absolument nus, jusqu'à l'âge de 13-14 ans. C'était en 1951. Il y avait au moins 200 enfants qui étaient là pour assister à la messe, et tout ce petit peuple était nu. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on était en plein été, au mois de juillet, parce qu'ils n'avaient rien pour se mettre, pour s'habiller, et que toute la journée, en bordure de la plage, ils étaient, c'était leur façon d'être. Et ça nous avait étonnés, mais il est de fait que la pauvreté était très grande. Ces familles vivaient presque toujours de la pêche en mer. Ils avaient de petits bateaux où pouvaient aller à peu près 4 rameurs. Ils allaient étendre, jeter leur filet au large. Ils ramenaient le filet. Une partie du village se mettait à une extrémité. L'autre partie se mettait à l'autre extrémité du filet. Le filet avait décrit dans la mer une belle circonférence et on tirait. On ramenait le filet à la plage, il y avait du poisson, on en mangeait, il n'y en avait pas, on s'en passait. Il est vrai qu'ils allaient aussi jeter des lignes au large, enfin, relativement au large, et qu'ils allaient relever des casiers et qu'ils allaient relever les filets ou les lignes le lendemain. Mais fait étonnant, le plus beau poisson n'était pas destiné à être mangé, il était destiné à être vendu aux richissimes villas qu'il y avait à quelque distance de la plage, qui étaient habitées par des gens qui pouvaient payer un peu pour avoir un poisson frais. Il est évident là aussi qu'ils avaient le poisson, non pas pour une aumône, mais presque, mais que le pêcheur qui pouvait ramener quelques pessettes à la maison était fort content de vendre, même très bon marché. Le père Ruiz nous a fait assister à un repas avec l'évêque,
quelques dames douairières, tout le collège épiscopal de Malaga. La veille, nous avions fait une visite au consul de France, qui nous avait très bien reçus, qui baragouinait l'espagnol plutôt qu'il ne le parlait, mais qui avait été charmant, nous demandant pourquoi ce voyage en Espagne. Le père Ruiz nous invite à un repas avec l'évêque, les principaux dignitaires, quelques dames douairières. Et je me suis permis involontairement de faire une bourde monumentale. On était en train de nous expliquer qu'à 30 km de Malaga, le père Manuel Sánchez Arriza, curé d'Estepona, était en train de réaliser une expérience humaine de coopérative et de coopération étonnante. Il était en train de créer des coopératives de pêcheurs pour qu'ils ne se contentent pas, les pêcheurs, d'aller à la pêche quand ils avaient faim, mais d'y aller à la pêche régulièrement et de commercialiser leur pêche. Et pour cela, ils avaient créé à Estepona la structure d'un petit port qui, depuis lors, est devenu une immense base pour le tourisme nautique. Et le père Sánchez Arriza, le padre Manuel, était aussi en train de tenter une expérience de coopérative agricole. Et après notre visite à Estepona, quand je suis revenu en France, pendant des années et des années, je lui ai envoyé tout ce qui se publiait sur la gestion des coopératives en Europe. Par exemple, entre autres, en Yougoslavie. Je dois avouer que c'était mon père qui payait les abonnements. Devant l'admiration que nous éprouvions pour ce type d'expérience, j'ai voulu montrer à quel point j'étais enthousiasmé que je dis que l'expérience m'était cojonuda. Tout le monde a piqué du nez dans les assiettes parce que je ne savais pas. Alors, voyant la consternation de l'assistance, j'ai demandé quelle est la bourde que j'ai faite. De quoi s'agit-il? Quelle est la sottise que j'ai faite, que j'ai dite? On m'a dit discrètement, on vous le dira après le repas. Et de fait, on ne me l'a jamais dit. Dieu sait qu'à l'époque, je n'avais pas lu le dictionnaire de Gabriel Celaya, qui, pendant 200 ou 300 pages, fait l'étymologie de cojones, de cojonudo, et est capable d'en écrire 100 ou 200 pages. Et les cojones, ce sont ce que grossièrement en français on appelle les couilles, ce que on pourrait traduire en français le mot cojonudo par couillard. Autrement dit, j'avais dit l'expérience du padre Manuel à Estepona, c'est quelque chose de couillard. Imaginez les douairières, mais pour qu'elles piquent du nez,
il fallait qu'elle sache ce que cela voulait dire. À la différence de moi-même, qui était le naïf dans l'assistance. Nous sommes allés le lendemain voir le père Manuel à Estepona. Il nous a fait découvrir le travail humain et spirituel qu'il faisait. Pour les paysans, il avait fait en sorte que, comme l'évêque de Cordoue, ils soient capables de faire leurs briques, de cuire leurs briques, de bâtir leur maison, d'avoir un petit patio à côté de la maison, d'avoir une petite écurie pour l'âne qui était à l'époque le compagnon indispensable de tous les paysans, et tout cela avec des crédits à taux zéro. C'est-à-dire qu'il avait inventé une participation qui, à notre époque, paraît révolutionnaire. Alors imaginez-vous, en 1950-51. Il avait fait pareil pour le petit port d'Estepona, qui depuis lors est devenu une immense marina. Mais à l'époque, humblement, mais efficacement, ils avaient construit un phare et les pêcheurs prenaient l'habitude d'aller travailler tous les jours et pas simplement quand ils avaient faim ou que les enfants étaient affamés. Il nous donna comme référence l'archevêque de Cordoue. Il nous dit allez voir à Cordoue ce que fait ce dominicain et vous serez étonnés parce que ce que moi je fais à une petite échelle, il le fait avec 40 000 personnes. Nous sommes partis d'Estepona, avons fait le tour par Cadiz, revenus par Séville. À Séville, nous étions sans hébergement. On nous avait dit « Allez à la Croix-Rouge. On vous prêtera pour la nuit une chambre. » Avec le père Mallet, nous commençâmes à nous mettre à chercher la Croix-Rouge. Alors en espagnol, la Croix-Rouge, pour un Français, s'il n'est pas très habitué, c'est très difficile à prononcer. C'est la Cruz Roja. Mais l'espagnol n'épelle pas ces mots. Il les dit d'un seul coup. La cruz devient la Cruz Roja. Le Z, avec la langue entre les dents, disparaît. Et en prononçant mal, nous avons eu toutes les chances, après 2 heures de parcours dans Séville, de trouver la Croix-Rouge ou à l'infirmerie. Nous avons eu 2 lits. De Séville, nous sommes allés à Cordoue, et là, directement à l'évêché, ou du moins à l'archevêché. À Cordoue, il y a une des plus belles et grandes mosquées du monde. C'est un héritage culturel étonnant que les chanoines à l'époque de Charles Quint ont gracieusement défiguré en bâtissant au milieu de cet immense rectangle, au milieu de cette forêt de colonnes, une cathédrale qui défigure en partie l'ensemble. Mais face à la cathédrale mosquée de Cordoue se trouve l'archevêché. Nous sommes allés à l'archevêché, nous avons expliqué pourquoi, comment nous venions,
quel type d'expérience nous faisions, quel type de recherche. Je crois que le père s'appelait Benito. Il nous a reçus très gentiment. Il nous a offert largement son hospitalité. Il nous a montré les chantiers dans lesquels, avec son habit blanc, il ne passait pas inaperçu. Parce que on allait de fabrique de briques en fabrique de charpente. Et il y avait des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui trouvaient du travail grâce à cette initiative. Il faut dire que sûrement, il devait y avoir en sous-main peut-être, peut-être pas, une participation sûrement du gouvernement de Franco pour financer ces opérations. C'était une façon de pacifier le peuple en le mettant au travail sous couvert de la bannière de l'Église. Mais, quoi qu'il en soit, le résultat était intéressant, pour ne pas dire surprenant. Nous sommes restés chez l'archevêque pendant 4 ou 5 jours. Son hospitalité était frugale et étonnait le petit Français que j'étais. Elle étonnait aussi le jésuite que j'accompagnais. Par exemple, le matin au petit déjeuner, on avait des tartines de pain grillé que, généreusement, l'évêque couvrait avec la burette de l'huile d'olive, qui était bien aussi efficace pour la santé que le beurre. Mais quand on n'a pas l'habitude, je vois que le père Mallet hésitait. Moi, j'avais la fringale et je mangeais. Et je mangeais d'autant plus facilement qu'à Millau, quand nous étions enfants, mon père, directeur de banque, revenant de Roquefort tous les lundis avec une forme de Roquefort, il nous arrivait de déjeuner avec des tartines de Roquefort trempées dans le café au lait ou dans le chocolat au lait. Alors, du Roquefort à l'huile d'olive, c'était possible de passer de l'un à l'autre. Nous sommes rentrés par Madrid. Et là, à Madrid, on nous avait donné des adresses, une quantité d'adresses sur les jeunesses chrétiennes. Et en effet, nous sommes allés au siège de ces jeunesses. Mais nous nous sommes rendus compte très rapidement que presque toutes étaient dans la perspective, peut-être pas la perspective, mais dans les bras grands ouverts du franquisme. C'est-à-dire que les jeunes recevaient une formation, recevaient peut-être certains subsides pour les cadres, et c'était les jeunesses étudiantes chrétiennes franquistes. Et pour expliquer à ces jeunes gens que nous concevions la chose d'une manière totalement indépendante du pouvoir politique, n'était pas chose facile. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, toutes les églises en Espagne avaient à l'entrée le symbole du fascisme, c'est-à-dire
une gerbe de faisceaux reliés entre eux avec les symboles du fascisme. Avec en plus 2 mots qui ont été donnés à un Espagnol militant fasciste, autrement dit la louange de la phalange espagnole ayant été un des éléments politiques qui a permis à Franco de gouverner. Comme plus tard ça a été l'Opus Dei qui a permis à Franco, sans qu'il s'en rende compte, dans son extrême vieillesse, de s'ouvrir au monde du tourisme et de l'Europe. On a gardé, le père Mallet et moi, un grand souvenir de notre virée en Espagne. Un grand souvenir et une grande leçon d'humilité, parce que je me rappelle que dans Madrid, à l'époque, en 1961, nous étions la proie des vendeurs à la sauvette de faux absolument étonnants. À côté de la Cibeles, qui est une place de Madrid, importante, une jolie place, un homme s'approche de nous, il entrouvre discrètement son manteau et nous montre une panoplie de centaines de montres en or. Naïvement, comme tout bon touriste, nous nous précipitons sur ce pactole et nous lui demandons combien vaut la montre. Le prix nous paraît tellement acceptable, à nous qui sommes français, qui avons eu la pesette pour pas trop cher, que pour tout Aveyronais que je sois, regardant tout le temps le moindre petit sou, j'achète une montre. Une montre bracelet, avec une trotteuse centrale, avec le départ des secondes, l'arrêt, enfin un vrai chronomètre. J'arbore fièrement ce chronomètre à mon poignet et le père Mallet, qui n'avait pas acheté de montre, se dit quand même, Dutheil, il a sa montre, moi je suis idiot. Il rappelle le jeune homme et il lui achète une montre pour lui. Pendant ce temps, j'étais en train de découvrir que de chronomètre, la montre n'avait absolument rien. C'est-à-dire que lorsqu'elle avait fait son tour de piste, elle s'arrêtait et que, à part un tour de piste de temps en temps, elle était incapable et de donner l'heure et de servir de chronomètre. Ce qui fait que Pierre Dutheil et l'abbé Mallet ont été bien roulés par ce vendeur à la sauvette.